Eh bien, bonsoir. Nicolas Castel et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour cette seconde année du séminaire consacré sur le long terme à l'institutionnalisation du travail. Après les droits économiques de la personne, nous examinons cette année, entre autres à cause de l'actualité politique et de la réforme des retraites annoncée, les retraites. Comme vous l'avez, est-ce que certains d'entre vous sont là sans avoir reçu le courrier annonçant le séminaire, le programme du séminaire, etc. Donc vous êtes 4 ou 5. Donc il faudrait que, si vous voulez recevoir ensuite, parce qu'avant chaque séminaire, il y a un courrier avec des suggestions de lecture ou autres, ou des documents. Si vous voulez les recevoir, il faut que vous laissiez votre adresse email bien écrite à la sortie. Merci. Là, il faut absolument le faire si vous voulez recevoir les informations. Vous avez donc reçu le programme. Et cette première séance est consacrée à des données de cadrage que vous avez dans le dossier statistique qui vous a été remis à l'entrée. Et au-delà de l'analyse des statistiques, on commencera à mettre en évidence quelques enjeux. Ce dossier situe d'abord les régimes de retraite dans l'ensemble des régimes de protection sociale. C'est les premiers tableaux et graphiques, puis ensuite les régimes de retraite à proprement parler. C'est Nicolas et moi-même qui assurerons l'essentiel des séances. Nicolas est l'auteur donc de La retraite des syndicats, cet ouvrage qui circule et que je ne saurais trop vous recommander comme lecture un peu de fond pour disposer de la façon dont disposer de l'histoire des 50 dernières années, comment les syndicats ont assumé la question des retraites. Il est maître de conférences en sociologie du travail à l'Université de Lorraine. Et deux de ces séances seront assurées par deux autres collègues, Lucia Proberts, qui est spécialiste des questions de sécurité sociale aux USA et qui donc fera une occasion de sortir de la présentation de la France pour voir comment les choses se passent aux USA. Et Gaël Coron, qui analyse les politiques européennes et qui donc permettra lui aussi dans une autre séance d'inscrire ce que nous disons sur la protection sociale et les retraites en France dans les politiques européennes et de montrer comment les réformes sont des réformes qui relèvent d'initiatives à l'échelle européenne. Je laisse la parole à Nicolas. Merci Bernard. Donc vous avez le document distribué là. Vous avez, bon, il se compose de 8 tableaux, 3 graphiques, un schéma que j'ai construit. Il y en a certains, il faut que je parle plus fort. Il y en a certains que j'ai reproduits. Vous avez les sources, hein. Et sinon, il y en a d'autres que j'ai construits moi-même sur la base de données que vous avez, que vous pouvez avoir très très facilement. C'est les données de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Mais bon, j'ai essayé de faire une mise en forme qui soit un peu plus, comment dire, pédagogique que les 250 pages des comptes de la protection sociale et les 200 pages des comptes de la sécurité sociale et les 200 pages de retraite et société. Donc il y a 650 pages à peu près. Alors la présentation d'aujourd'hui sera en 3 points qui vont suivre
la présentation des tableaux qui vont suivre le document. Premier point, ce sera, comme l'a dit Bernard, la protection sociale et les retraites dans la protection sociale. Mon deuxième point, ce sera le système de retraite français. Et mon troisième point, ce sera les retraités et leurs pensions. À chaque fois, quelques données. L'objectif aujourd'hui, alors j'espère que vous ne serez pas trop déçus, parce qu'aujourd'hui, c'est une séance assez, je dirais, assez plate. C'est un cadrage parce que voilà, hein, c'est indispensable pour bien poser le raisonnement qu'on va, Bernard et moi, s'employer à faire sur 10 séances, enfin 10 séances moins celle-ci et moins les deux avec Lucie et Gaël, mais qui sont des collègues et amis avec qui nous travaillons depuis longtemps. Alors, donc poser quelques bases. Objectif d'aujourd'hui, j'enfonce une porte ouverte, là, bien sûr. Et deuxième élément, qu'on va voir aussi d'emblée, et ça, c'est pas inintéressant, on va voir que tout ne fout pas le camp dans cette affaire de protection sociale et de retraite, et qu'on a donc des données qui sont très claires là-dessus. Pour le dire de manière plus analytique, comme là, j'ai un public qui est en partie rodé aux thèses de Bernard et de Réseau Salariat. Quand je dis tout ne fout pas le camp, je dis que les institutions salariales qui donc subvertissent la logique du capital, ces institutions, même si elles sont attaquées très violemment depuis un quart de siècle, eh bien, elles tiennent. Elles sont solides. Et pour preuve, pour ce qui concerne les retraites, et c'est ce qu'on va regarder donc, pendant toutes ces séances ensemble, sur l'année, enfin sur une année scolaire, pardon, eh bien pour preuve, en ce qui concerne les retraites, mais pas que, eh bien on s'aperçoit que les réformateurs ne sont pas parvenus à attaquer les retraites du dehors, pour le dire simplement, c'est-à-dire par exemple en imposant des produits en capitalisation, ils n'ont réussi qu'à les attaquer du dedans, ce qui est déjà pas mal, mais en transformant donc la répartition, sans toutefois, j'insiste, réussir à transformer radicalement la répartition. Donc oui, on a morflé, mais ça tient. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir en détail. Mais là, c'était juste une petite intro pour insister sur la nécessité de regarder ces données de cadrage. Alors, je commence. Donc, ça va être très interactif aujourd'hui. Vous allez pouvoir regarder le petit schéma que je vais commenter au fur et à mesure. C'est super, hein? Bon. Donc, on y va. Il faut parler vraiment plus fort. On n'entend rien au bout, là? Là, dedans, là? Ah, mais je vais pas le lécher, c'est dégueulasse. Là, sur mon menton, c'est bien comme ça, là? Ça va, là? Mais je sais plus où donner de la tête, il y en a un là aussi. Bon, ok. Celui-là, c'est pour l'enregistrement, pour la vidéo. Bon, je l'ai mis sur le menton, ça marche. Alors, donc, premier point. La protection sociale et les retraites dans la protection sociale. Bon, par convention comptable, je fais court, hein, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la construction de la convention comptable. Par convention comptable, ce qu'on appelle la protection sociale, eh bien, c'est 6 postes. Ça regroupe 6 postes que vous allez retrouver dans le tableau 2, qui est... c'est pour vous faire un peu d'exercice, il faut tourner la page. Donc ces 6 postes, c'est santé, vieillesse, famille, emploi, logement, pauvreté. Je vais y revenir. Mais là, maintenant que vous avez inutilement tourné la première page, vous revenez à la première page. Donc tableau 1, graphique 1 et 2, si vous le voulez bien. Alors, déjà, on commence simple. Hein. En 2016... la protection sociale, c'est 759 milliards d'euros. 759 milliards d'euros, c'est le tableau 1, essentiellement pour des prestations sociales, puisque ce que j'appellerais, pour résumer et simplifier, des frais de gestion en général, je simplifie, ça ne représente que 6% de cette somme.
Donc c'est pas grand-chose. Encore une fois, je continue pour vous donner des données de cadrage. Le PIB français s'élève en 2016 à 2228,9 milliards d'euros. Donc, vous faites un petit calcul, c'est simple. La protection sociale en général représente 34% du PIB. Donc, c'est pas rien. Et je continue. Les pensions de vieillesse, les pensions dites vieillesse, donc de base et complémentaires, on aura le temps de revenir sur le système en détail. Les pensions de vieillesse avec leurs 325 milliards représentent entre 14 et 15% du PIB. Ça, vous allez voir ça dans le tableau 2. Donc c'est pas rien. Les graphiques, on reviendra, si vous voulez, dans la discussion en arrière sur les tableaux, bien sûr. Pour l'instant, je passe des tableaux graphiques au fur et à mesure. Les graphiques 1 et 2. Alors là, je me suis amusé à reconstituer la structure des ressources de la protection sociale sur un quart de siècle. Mais c'est valable, c'est quasiment valable sur un demi-siècle, ce que j'ai fait là. Alors, vous voyez donc, sur un quart de siècle, graphique 1 et 2, vous voyez l'évolution de la structure des ressources de la protection sociale, je vous disais. Bon, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que la protection sociale en France, vous le savez, est majoritairement financée par des cotisations sociales. La cotisation sociale est le mode de financement de la protection sociale à la française. Et donc changer le mode de financement n'est pas anodin, c'est changer pour partie le système. Nous y reviendrons en détail dans les prochaines séances. Cela étant dit, vous voyez déjà que ceux que l'on appelle les réformateurs ne sont pas parvenus à transformer radicalement le mode de financement de la protection sociale à la française. Et le constat est clair. Si vous regardez ces deux graphiques, eh bien, oui, au début des années 1990, on voit bien que la protection sociale, elle est encore financée à 4/5, c'est-à-dire 80% par des cotisations sociales. Donc pour ceux qui regardent le graphique 1, il suffit aux 71% que vous voyez apparaître en termes de cotisations sociales dans le graphique, eh bien, il y a d'autres cotisations sociales qu'il faut ajouter à ces 71%, qui se trouvent ici ou là, notamment dans les transferts. Encore une fois, si ce point-là vous intéresse, j'y reviendrai dans le détail. Un quart de siècle plus tard, vous pouvez regarder le graphique 2, 2016 donc, eh bien, la cotisation sociale est maintenant financée, la protection sociale, pardon, est maintenant financée à 60% ou un peu plus, soit un peu plus des 2/3, par des cotisations sociales. Pourquoi? Parce qu'aux 53% que vous voyez apparaître sur le graphique en bleu, là, eh bien, vous pouvez ajouter les cotisations, c'est les cotisations effectives, pardon, mais vous pouvez ajouter les cotisations dites imputées. C'est des cotisations qui sont en fait des prestations versées par l'État, c'est-à-dire l'État employeur. Autre constat que l'on peut faire sur la... Je précise, donc ça, je précise simplement pour ceux qui seraient un peu... Vous voyez qu'entre 90 et 2016, les cotisations ont fait l'objet d'une distinction entre cotisations effectives et cotisations imputées. Si bien que la part des cotisations n'a pas baissé comme on pourrait le penser, si vous voulez. Il faut ajouter aux cotisations effectives les cotisations imputées pour pouvoir faire une comparaison avec 90. Voilà, et tiens, parenthèse, mais ça c'est pour plus tard, on en discutera Bernard, on voit bien la nécessité de ne pas, comme on dit en sociologie, naturaliser ou essentialiser la cotisation sociale.
la ressource, bien sûr, c'est très important de qualifier la ressource d'un point de vue analytique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue théorique, mais attention à ne pas durcir trop les choses. Mais ça, encore une fois, on va aborder ce débat-là plus en détail plus tard. Mais du coup, les transferts, ils sont passés où ? Alors, attends, j'y viens. Merci pour ta question. Donc, justement, déjà, ce que tu remarques dans les deux graphes, c'est les ITAF. Donc les impôts et taxes affectés, on voit bien en violet que ça a énormément augmenté dans la période. Pourquoi ? Vous le savez, c'est la CSG de 1991 qui rentre là-dedans. Donc la CSG, elle est là, elle est en violet. CSG qui, je le rappelle, pour ceux qui ne l'ont plus en mémoire, finance le régime d'assurance maladie, les prestations familiales, le FSV, c'est le Fonds de solidarité vieillesse, et puis elle finance également la CSG de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Alors les transferts, pour répondre tout de suite à ta question, où ils sont passés ? Si, il y a une partie, il y a une partie des transferts de 90 qui sont en vert, c'est une partie de ce qu'on appelle maintenant les cotisations imputées. Voilà, typiquement. D'ailleurs, tu vois, j'y avais pensé parce que j'ai mis les deux en vert. Et c'est pensé mon truc, c'est pas fait n'importe quoi. Bon, je continue. Donc voilà pour les deux graphes. On y reviendra bien entendu si vous voulez. J'essaye d'avancer. Je précise quand même, la distinction entre contribution publique et taxes affectées, c'est que toutes les deux sont des impôts qui viennent de l'État, mais la taxe affectée, c'est un impôt qui est construit pour aller à la protection sociale, la CSG. Alors que des contributions publiques, c'est une part de l'impôt qui va au budget de l'État, et ensuite, dans l'affectation du budget de l'État, une part du budget de l'État ira à la sécurité sociale. Par exemple, les exonérations de cotisations patronales. Sur le SMIC, il n'y a pratiquement plus de cotisations patronales au régime général. Elles ont été supprimées progressivement au cours des années 90 et 2000, mais elles sont compensées par une dotation budgétaire au régime général. Ça n'a pas réduit les recettes du régime général, sauf qu'au lieu de d'être financé par des cotisations qui ont été supprimées, il l'est de la même façon en termes de hauteur, d'accord, par de l'impôt, mais qui n'est pas un impôt affecté, c'est pas la CSG, c'est ce qu'on avait appelé une contribution publique, une loi depuis 1995 impose la compensation par le budget de l'État de toute cotisation patronale supprimée. C'est le budget de l'État qui compense automatiquement. Mais vous voyez, en termes d'enjeu, ça veut dire que chaque fois qu'un patron est exonéré de cotisations sociales, c'est autant de fonctionnaires qu'on peut payer en moins. Merci Bernard pour la traduction des enjeux, tout de suite. Alors, vous voyez également sur les graphiques les produits financiers, enfin tout ce qui est autres ressources, ça ne représente pas grand-chose. On va voir ça dans les autres tableaux. Le tableau 2, il est intéressant. Je reste encore sur la protection sociale en général, dans ma première partie, protection sociale en général. Le tableau 2, où je vous donne donc la structure en milliards d'euros et en pourcents, puis une évolution des prestations depuis 2001, grosso modo. Vous voyez que les postes les plus importants de la protection sociale, c'est la santé et la vieillesse. On parle quand même là de 80% de la protection sociale. Si vous voulez remonter encore plus loin dans le temps, il y a un demi-siècle, on était déjà
quasi 70%, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais je vais revérifier, je crois que c'est ça. Donc, hein, santé et vieillesse, ça a toujours été les postes les plus importants de la protection sociale. Je continue. Si nous nous limitons toujours à la protection sociale... Oui, pardon ? Bah plutôt après, on y reviendra. Mais après, si vraiment c'est trop, si c'est trop abscon, il ne faut pas hésiter. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter après sur les tableaux. Cela dit, comme tu m'as coupé, maintenant, j'ai envie de savoir. Non, juste là, il y a marqué vieillesse survie. Ouais. Ça correspond à quoi ? Ouais, c'est la réversion. Ouais, c'est pas très heureux, hein. C'est la survie des femmes, hein, en général, j'y reviendrai. C'est pas très heureux comme expression. Oui. Je vous ai dit, c'est des conventions, hein, c'est comme ça qu'on appelle... Oui, on y reviendra. C'est ça, c'est la pension de réversion, c'est-à-dire le conjoint survivant qui reçoit une partie de la pension. Alors, je continue, on parle, je vous disais, de 80%, hein, protection sociale, santé et vieillesse, 80%. Alors, si on se limite à la protection sociale, pourquoi je dis ça ? Parce que, bien sûr, je ne prends pas en compte tout le monde professionnel de la santé. Donc, si je ne prends pas en compte le monde professionnel de la santé et que je me limite à la protection sociale en général, c'est la vieillesse qui est le poste le plus important. La vieillesse sur vie, si je reprends le tableau, hein, et l'expression du tableau, c'est la vieillesse sur vie qui est le poste le plus important de la protection sociale. Les prestations vieillesse sur vie représentent 45%, vous le trouvez dans les colonnes rosées, 45% des prestations de protection sociale. Hein, c'est pas rien. Donc on voit déjà l'enjeu quantitatif d'une réforme des retraites. Hein, c'est que vous transformez les retraites, vous transformez quasiment la moitié de la protection sociale. Donc c'est pas rien une réforme des retraites. Enfin, les autres réformes c'est pas rien non plus. Mais bon. Encore une fois, c'est pour vous donner des éléments pour cadrer le débat et le raisonnement. Alors, je me suis amusé à faire une évolution des prestations de 2001, c'est ma petite colonne verte, de 2001 à 2016 sur 15 ans. Alors attention, il ne faut surtout pas tirer des conclusions trop rigides de cette colonne verte que j'ai faite là, en regardant l'évolution des prestations de 2016 à 2001. Pas de conclusion rigide, tout simplement parce que d'abord, le b.a.-ba, je n'ai pas tenu compte de l'inflation, le truc qu'on ne fait pas d'habitude. L'inflation sur la période, pour ceux qui voudraient tenir compte de l'inflation, il le faut, sur la période, c'est en gros cumulé, c'est 20%. Donc, pas tirer de conclusion hâtive de cette colonne verte que j'ai mis uniquement pour avoir des ordres de grandeur, et aussi parce que, bien sûr, cette évolution-là, sur une quinzaine d'années, elle résume un peu rapidement, même trop rapidement, beaucoup de choses. Donc, pas de conclusion hâtive. Cela dit, c'est exactement ce que je vais faire tout de suite en commentant ma petite évolution. Non mais tu vas voir, ça dit des trucs quand même. Même si c'est complètement faux. Non, c'est pas faux. Vous divisez par deux. Si vous voulez tenir compte de l'inflation, en gros, vous divisez par deux mes pourcentages là. Et vous avez à peu près une évolution à peu près juste qui tient compte de l'inflation. Bon, j'arrête de tourner autour du pot. Je vous donne 2-3 infos là-dessus parce que je trouve que c'est très intéressant. Mais encore une fois, on va débattre de ça tout à l'heure. Alors, la progression moyenne sur 15 ans des prestations de protection sociale, elle est d'environ, si vous regardez ma colonne verte, 71%. Donc, si je tiens compte de l'inflation, il y a une évolution des prestations de protection sociale sur 15 ans de 35%, grosso modo. Donc, c'est pas mal, hein. C'est bien la preuve que ça continue, quoi. Malgré les réformes, il y a de plus en plus de ressources dévolues à la protection sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, sur le dernier quart de siècle, le flux monétaire de prestations de protection sociale, eh bien, en valeur absolue, il a doublé. Je vais encore le dire d'une autre manière, mais doucement pour ne pas vous perdre. Ou, si vous voulez, si vous tenez compte de l'inflation, il a augmenté de 40%, grosso modo.
ce flux de ressources en direction de la protection sociale. Sur 50 ans. Non, Non, mais non, tu rigoles. Sur le dernier quart de siècle, donc sur 25 ans. Sur 25 ans. Sur 25 ans. Oui, là, j'ai montré sur 15 ans, bien sûr, mais là, je résume sur un quart de siècle, parce que j'aime bien parler en siècle, ça donne un petit effet. Sur 15 ans, c'est 35. Mais sur un quart de siècle, c'est 40%. Donc c'est quand même... encore une fois, c'est pas rien, quoi. Ça continue à augmenter. D'où, d'ailleurs, je pense, il y a de l'argent, quoi. C'est pour ça que les réformateurs veulent transformer le système. Non pas parce que ça marche pas, mais c'est peut-être parce que ça marche très bien, justement. Bon, enfin voilà, mais ça, c'est une petite parenthèse. On y reviendra dans le débat. Mais c'est aussi pour aller contre l'idée misérabiliste du tout fout le camp, qui est l'idée dominante quand on aborde les prestations sociales. C'est entièrement faux. Voilà. Et donc, il faut un tout petit peu sortir de cela. Hein. Alors oui, et puis d'ailleurs, si on voulait, alors moi j'évite, en règle générale j'en fais pas, mais si on voulait faire une projection, parce que les réformateurs, ils aiment bien faire des projections dans le futur de déficits abyssaux. Hein, il y aura 100 milliards de déficit d'ici 40 ans, enfin des trucs comme ça. Bon. Eh bien, si on voulait faire des projections, et si vous m'avez suivi jusqu'à présent, on a toutes les raisons de penser qu'à prix constant, ce flux monétaire donc de prestations de protection sociale, eh bien, il peut doubler d'ici 40 ans. Il peut tout à fait doubler. D'ici 30 ou 40 ans. On n'en sait rien, mais c'est tout à fait probable. Voilà. Alors, maintenant, si vous regardez un petit peu dans le détail, je reste sur ma colonne verte, là. Je vous ai dit, hein, pas de conclusion hâtive. Si vous constatez, donc en regardant dans le détail, que sur la période, quinzaine d'années donc, on a une progression sensiblement plus élevée des prestations vieillesse. Alors bien sûr, quand je dis progression sensiblement plus élevée, c'est mon 77% là que vous voyez, par rapport à la progression générale de 71. D'accord ? Bon. Progression sensiblement plus élevée, ben ça on le sait, c'est parce que il y a des raisons qui sont d'ordre démographique, et puis l'autre raison qu'il ne faut jamais oublier, c'est que vous avez une acquisition des droits sociaux de plus en plus importante. C'est que les gens ont de plus en plus de droits à retraite. Hein. Ils ont des carrières qui leur permettent d'avoir plus de droits par rapport à des générations... les femmes en particulier. Et les femmes en particulier, oui. Donc donc deux choses qui expliquent cette petite évolution un peu plus importante des prestations vieillesse, à chercher du côté de la démographie et à chercher du côté d'une meilleure acquisition des droits à pension. Mais si cette progression est importante, quoique un peu limitée, elle a été limitée, mais ça, mes données ne le montrent pas, par les réformes, bien sûr. Hein. C'est-à-dire sans les réformes, on n'aurait peut-être pas un 77, là, on aurait peut-être une progression, je ne sais pas, moi, je vais dire un chiffre bidon, mais 85, 90, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais, donc cette colonne ne montre pas que l'évolution, même s'il y a évolution, elle a été freinée par les diverses réformes de retraite, réformes sur lesquelles nous reviendrons ici dans ce séminaire en détail. Vous remarquerez, c'est très intéressant, encore une fois c'est des ordres de grandeur, hein, vous remarquerez une évolution significative du poste invalidité. Hein, vous voyez bien que l'invalidité, ce qu'on regardait, vous avez 90,7% sur la période, alors que la progression générale est de 71%. Alors ça témoigne d'une réalité, hein, mon petit ordre de grandeur là. Si encore une fois, je le répète, il est faux puisqu'il ne tient pas compte de l'inflation. Mais ça témoigne quand même de quelque chose. Eh bien, c'est quoi cette réalité ? Je vais vous donner une piste. Il y a plusieurs choses, hein, bien sûr, il n'y en a pas qu'une. C'est l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite en 2010. Eh bien, l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite en 2010 est une des causes de l'augmentation du nombre d'invalides. Voilà. Hein, les réformateurs font des invalides, entre guillemets, plutôt que des retraités, si je voulais
vous offrir une formulation un peu politique, avec tout le respect que j'ai pour les invalides, bien sûr, mais on parle de catégories construites par les réformateurs. Là. Je ne parle pas des gens. Hein. Alors, vous remarquerez également, je continue, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette colonne verte, vous remarquerez la très faible évolution du poste famille, 28,8. Alors ça, tu peux compléter, hein, Bernard, si tu veux. Ça, n'hésite pas, hein, parce qu'on fait la séance tous les deux, mais là, je tiens le crachoir. Ça s'explique par le rabotage des droits, bien sûr. Modulation des allocations, je vous en donne hein, quelques-unes. Modulation des allocations familiales en fonction des ressources. Réforme de la prestation d'accueil des jeunes enfants depuis 2014. Et il y a aussi une dimension démographique, tassement des naissances. Voilà, d'accord ? Hein ? Donc les réformateurs n'encouragent pas les naissances, encouragent les projections. Alors, dernier élément intéressant de cette colonne, eh bien vous voyez que les politiques ont mis le paquet sur, entre guillemets, la lutte contre la pauvreté. Hein ? Vous avez vu dans la colonne ? Ça, je vous renvoie, je cite, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, depuis 2013, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis plus généralement, bien sûr, c'est tous les trucs de Rocard que Bernard, je pense, a eu l'occasion de lutte contre la pauvreté, qui date de Rocard, grosso modo, que Bernard a eu l'occasion d'aborder l'année dernière, quelques fois. Alors pourquoi c'est important ? On voit bien en valeur absolue, on a un quasi-triplement des prestations pauvreté, exclusion sociale en 15 ans. Hors inflation. Hein. Alors ça s'explique encore une fois par des choses que l'on sait. C'est hors inflation, ça s'explique dernièrement par la hausse du RSA socle depuis sa création en 2009. Ça s'explique par des revalorisations exceptionnelles. Ça s'explique par une augmentation du nombre de bénéficiaires. Je pense au RSA socle, RMI, allocation parents isolés, allocation aux adultes handicapés. Et donc, c'est pas inintéressant cette affaire. Si vous liez cette importante progression hein, du poste pauvreté à la faible progression des postes emploi, famille et logement, enfin, si vous comparez les deux, hein, eh bien vous avez là un rappel d'une des grandes tendances, de ce que font les réformateurs depuis un quart de siècle maintenant, c'est qu'il ne s'agit pas d'ouvrir de nouveaux droits pour aider quelques personnes en situation de grande précarité, ce qu'il faut toujours faire bien entendu, mais au contraire il s'agit de créer, entre guillemets, des pauvres en diminuant d'anciens droits. Encore une fois, hein, il y a une idée de vase communicant. Merci. Enfin voilà. Donc, vous voyez, hein, sur une colonne qui finalement n'est pas bien construite et est fausse. Là, si j'ai un prof de lycée d'économique et sociale, je vais me faire engueuler. Je n'ai pas tenu compte donc de l'inflation. Ben, malgré tout, on peut dire des choses qui ne sont pas inintéressantes. Enfin, il m'a semblé. Alors, je vais revenir au graphique 3, vous inquiétez pas. Mais avant, je voudrais maintenant vous parler du tableau 3A et 3B et du graphique 3. Alors, pas d'inquiétude. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. Alors, donc vous avez avec le tableau 3A, ce tableau donne le détail des prestations de protection sociale par risque et par type de régime en 2016. Et vous verrez, c'est le tableau 3B, je me suis amusé à calculer les proportions de type de régime par risque dans le tableau suivant qui est construit de la même manière.
Donc ce tableau 3A, je l'ai repris des comptes de la protection sociale, hein, dernière édition, vous avez la référence, c'est la page 179. Et puis, je vous ai calculé les proportions dans le tableau d'après. Vous voyez comment la première colonne, hein, c'est les données du tableau précédent, hein, pour 2016. Hein, vous voyez, les 714 milliards de prestations. Voilà. Et les 714 milliards de prestations, vous les aviez dans le premier tableau, hein, 2016, 759 milliards de dépenses de la protection sociale, dont 44 milliards de frais de gestion, ça va, et 714 milliards de prestations. Vous pouvez faire le lien. Ouais, alors ces 714 milliards de prestations se répartissent selon les risques. Ça, vous les avez dans le tableau 2. Et maintenant, on part de ces différents risques et on va voir quels sont les régimes qui gèrent les prestations. Risque par risque. Ça, c'est le tableau que vous avez sous les yeux, le tableau horizontal de l'adresse. C'est chiadé, hein? C'est bien, hein? Vas-y, Nicolas. D'accord. Alors, donc, je continue. Alors, si on s'autorise pour le moment l'usage commun du binôme public-privé. Hein, je vous ai dit aujourd'hui, avec Bernard, on ne sera pas trop analytique, on ne sera pas trop théorique. Donc, prenons ce binôme-là, public-privé. Hein, on a beaucoup de choses à dire, mais prenons-le simplement comme ça. Eh bien, vous voyez, dans le tableau 3A et 3B, c'est plus facile à voir dans le 3B, vous voyez que la protection sociale en France, j'ai dit tout à l'heure, c'est la cotisation sociale. Et bien là, j'ai un deuxième point important. La protection sociale en France est quasi exclusivement publique. Si, encore une fois, vous m'autorisez ce binôme public-privé. Le privé n'y représente presque rien. Moins de 10% des régimes. Et le privé lucratif, encore moins de 5% des régimes. Le tableau B, hein, c'est simplement la traduction en pourcentage du tableau A. Hein. Le tableau A, c'est pour avoir une idée des grandeurs absolues, mais si vous voulez lire en pourcentage, c'est le B. Ça va, c'est clair, hein? Je savais qu'il y avait un mec chiant qui allait me poser la question. Alors, Non, mais si, tu vois, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une traduction du truc. Alors, les ISBLMS, c'est facile, c'est les institutions sans but lucratif au service des ménages. Alors après, si tu me demandes des exemples, je les ai plus en tête, Bernard les a peut-être, ou vous les avez peut-être vous. C'est ça que ça veut dire. C'est les associations. Ouais, c'est une partie des assos, ouais, c'est ça, c'est les assos. Merci. Alors, regardez un petit peu en... On reviendra, hein, bien sûr, sur ce tableau, si vous voulez. Hein. C'est les associations d'aide à domicile, par exemple, essentiellement. Des choses comme ça, hein, pour assurer la dépendance. Ça fait partie de la protection sociale, et c'est des régimes privés. Hein. Nous sommes dans l'associatif, mais c'est non lucratif. Si vous le... L'ADMR, vous voyez, il y a des choses comme ça qui font du soin à domicile ou de la prestation sociale à domicile. Oui. Ça veut dire que c'est financé par les cotisations sociales, cette partie-là ou pas? Ça peut être financé par des cotisations sociales. Tous les chiffres qu'on a à droite dans les régimes privés, c'est financé par des dépenses... Oui, c'est par exemple des cotisations à la mutualité. Hein. Voilà. Là, tu peux revenir au graphique, au premier graphique. La mutualité gère 28 milliards, d'accord, ça va. Hein, et les IP gèrent 28 milliards. Et c'est financé par des cotisations, mais ce n'est pas des cotisations au régime général, hein, c'est des cotisations aux mutuelles. Je vous ai donné une autre représentation, c'est le graphique 3 en fait, qui est lié aussi avec ces deux tableaux. Regardez, et tout doucement j'arrive maintenant à ma deuxième partie pour aujourd'hui. Vieillesse survie, graphique 3, le tableau, le graphique, il est limpide. Ces prestations de vieillesse, dites vieillesse survie, ces prestations ne font quasiment aucune place aux mutuelles.
Elles ne font quasiment aucune place aux institutions de prévoyance et aucune place aux sociétés financières. Et on verra tout à l'heure que c'est très bien comme ça parce que ça coûte cher. Mais ça, j'y reviendrai. En vieillesse survie, mais pas en santé, hein. Ça c'est une autre question. Hein. Ah bah oui, mais bon, je me suis concentré sur Oui, bien sûr. les survies. Donc si vous prenez par exemple, bon c'est une petite provocation mais c'est gentil, hein, si vous prenez le slogan de la réforme à venir, son slogan, je ne sais pas si vous avez regardé, c'est, je vous le donne, pour une retraite plus simple, plus juste pour tous. C'est pas moi, hein, c'est le gouvernement. Ben, vous voyez, hein, vous pouvez supprimer les mutuelles, les IP et les sociétés financières et non financières pour ce qui est de la vieillesse. Ce sera plus simple. Et ça ne représente rien, c'est 1%. 2%, c'est combien? C'est 2, voilà, 2%. Voilà, bon, là, vous simplifiez, là. Si vous voulez donc une retraite plus simple, plus juste pour tous. Je pense que tout le monde ici veut une retraite plus simple et plus juste pour tous, non? Ce serait bien, quand même. Alors, deuxième partie. Le système de retraite français, parce qu'on est quand même là pour ça. Le système de retraite français, eh bien, ce qu'on appelle donc le risque vieillesse-survie, c'est donc, vous l'avez vu, 325,3 milliards d'euros en 2016. 325,3. Hein, c'est le tableau 2, ça. C'était dans le tableau 2. Vous avez 38,4 milliards qui vont à ce qu'on appelle la survie, hein, c'est une expression qui n'est pas très heureuse, ce sont les droits dérivés. Et puis, parmi les 286,9 milliards pour la vieillesse, donc pour les retraites, hein, pour les pensions de retraite, eh bien, vous avez 3 milliards seulement pour le minimum vieillesse, 2,2 milliards pour les mutuelles et institutions de prévoyance, et 8,6 milliards pour les prestations liées à la dépendance. Ça, vous l'avez, je vous ai dit, c'est tableau 2, hein, c'est ça, hein, parce que voilà, j'ai perdu mes feuilles. Tableau 2. Alors, j'avance. Le gouvernement, je vais passer au tableau 4 là. Le gouvernement a commencé donc son travail habituel de communication, je viens de vous le dire, hein, pour une retraite plus simple, plus juste pour tous. Travail de communication, donc de désinformation, sur le site https://réforme-retraite.gouv.fr. Je le cite parce que c'est bourré de niaiseries, mais ça vaut le coup de regarder, enfin après le séminaire, pas avant, mais ça vaut le coup de regarder parce que c'est vraiment, enfin c'est grotesque quoi. C'est le site de Bellevue là, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez regardé? Oui, oui. C'est insupportable, hein? Non. J'ai regardé. Bon. Après, bon, je connais un peu les patrons. Ah ouais. Comme ils demandent une contribution écrite, je viens ici pour en faire une. Ah oui, oui. Non, ça je l'ai pas fait. Par contre, effectivement, il y a aussi la possibilité de faire une contribution écrite. Mais vous avez sur ce site plein de petites vidéos et puis je les ai amenées. Vous avez aussi. Pardon? Non, mais il ne faut pas y aller. Pourquoi tu fais de la pub? J'aurais pas dû, je sais, mais... Non, mais c'est pour... C'est pour montrer à quel point il y a... Tiens, je vais te passer ça, Bernard, tu vas voir. Ils font des petites fiches comme ça, mais qui sont des trucs complètement délirants. Donc, il faudra les regarder, ces petites fiches qu'il y a sur le site, mais après le séminaire. Comme ça, ça va vous faire rire. Enfin, j'en dis pas plus. Alors... pourquoi je vous parle de ce site? Eh bien parce qu'ils nous disent constamment c'est compliqué, c'est trop compliqué, le système est compliqué, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, alors on va regarder ça, ensemble, tout doucement. Alors, pour vous montrer
que ça peut avoir, au premier abord, quelque chose de compliqué, mais qu'en fait, ça ne l'est pas, je vous ai fait ce tableau 4. Dans le tableau 4, je me suis amusé à recenser tous les régimes. En gros, quasiment tous les régimes. Voilà. Le gouvernement nous dit qu'il en resterait 42. Bon. Mais j'en ai retrouvé, moi, une trentaine, grosso modo. Alors c'est ça, vous voyez ce tableau 4, là, quand vous le regardez comme ça, vous dites, ouh là là, c'est compliqué. Bon, il faut tout de suite préciser, c'est un truc qu'on ne dit jamais, c'est qu'il fut une époque où des régimes, il y avait, je ne sais pas combien, 3 ou 4 tableaux comme ça. Bon, mais ça c'est une parenthèse, je passe. J'aborderai peut-être ce point le mois prochain en parlant de la genèse des pensions. Alors, ce tableau 4, c'est quoi? C'est les traces. C'est les traces de la constitution progressive du droit à la retraite. Ça a une apparence compliquée, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, des régimes existent encore, mais sans plus vraiment exister. Ils sont parfois plus guère qu'une ligne comptable à la Caisse des dépôts et consignations. Ou parfois, c'est un exemple, faute de cotisants, ces régimes du passé, ils disparaissent comme ça. Ou alors, ils sont intégrés au régime général, je vais y venir. Et s'ils ne sont pas intégrés au régime général, je reviendrai sur les définitions si vous voulez, ils sont adossés au régime général. La différence, elle est simple. Adossé, c'est qu'on fait comme le régime général, sauf qu'on a encore son régime. Intégré, ça veut dire qu'on a... Le régime existe encore, mais c'est sur le papier, en fait. Il est dans le RG. OK? Ça va? Donc, ceux qui disent c'est compliqué pour nous vendre des points, puisque c'est quand même l'objectif, ou des comptes notionnels, ça, c'est aussi l'objectif, eh bien, se gardent bien de dire que depuis 1990... Je résume encore une fois, on pourrait remonter plus loin. Il se garde bien de dire que depuis 1990, la part des pensions du régime général dans l'ensemble des pensions progresse. C'est-à-dire que depuis 1990, même avant, le régime général devient de plus en plus important. J'ai donc, dans ce tableau 4, vous pouvez voir, regroupé les régimes en 5 postes. A, B, C, D, E. J'ai fait cela pour vous donner une représentation schématique, c'est un schéma bien sûr, du système. C'est le schéma numéro 1 qui est à la page suivante. Et là, vous allez voir que c'est plus si compliqué que ça. Si vous voulez bien donc regarder ce schéma, j'ai repris en fait... Dans ce schéma numéro 1, j'ai repris ce que vous avez dans le tableau 4, c'est-à-dire la proportion des prestations vieillesse. OK? Vous voyez, par exemple, le régime général, il verse 35%, 36% grosso modo de la totalité des vieillesses. En fait, des prestations vieillesse, pardon. Il faut ajouter le régime des salariés agricoles. Donc on est sur du 37% grosso modo. OK? Donc dans ce schéma, ce schéma, moi, il me semble très clair. Le système français de retraite par répartition, premièrement, il est interprofessionnel. À 90%, on n'est pas dans des systèmes professionnels. On n'est pas dans une accumulation de régimes professionnels comme on l'entend parfois dans les médias. Ou des régimes spéciaux. On est dans un système qui est d'abord interprofessionnel, à 90%. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la dimension qu'on pourrait appeler assistentielle, et la dimension de l'assistance, elle est toujours nécessaire, bien entendu, il ne s'agit pas de critiquer les formes d'assistance, mais la dimension qu'on pourrait appeler assistentielle, vous verrez qu'elle est quasi inexistante dans le système. On ne la voit quasiment pas apparaître. Oui, 0,18. Ensuite, ça c'est dans le tableau 4.
Ensuite, le vous tableau verrez... 4, donc à sa traduction graphique, Voilà. hein, la dernière colonne du tableau qui est en pourcentage, hein, la traduction graphique, c'est le schéma 1. Donc, si vous voulez suivre ce que dit Nicolas, le mieux, c'est de regarder le schéma. Hein, comme ça, vous voyez tout de suite que les régimes professionnels, c'est rien du tout, d'accord? L'essentiel, c'est des régimes interprofessionnels, en fait, etc., etc. Que le rouge domine nettement sur le bleu, en fait, etc. Il va vous expliquer ce que c'est que le rouge, ce que c'est que le bleu, etc. Oui, parce que, je répète, hein, sur même la CNAV-PL, c'est-à-dire les libéraux, hein, on est sur de l'interprofessionnel encore, hein, là. Et puis, pareil, la fonction publique, elles sont interprofessionnelles, les fonctions publiques, même si c'est du fonctionnaire. Bon, enfin bon. Je continue sur ce schéma. Vous verrez, vous pouvez voir, pardon, également qu'il fonctionne principalement par ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle en général, des régimes par annuité. Hein, on prend en compte un âge, on prend en compte une carrière, des années, des trimestres, etc. On y reviendra encore une fois en détail, hein, sur la question des droits, la constitution des droits. Donc aux trois quarts, c'est un système par annuité. C'est en rouge. J'ai mis du bleu, du rouge et du blanc. J'ai pas fait exprès. Et les points, donc la technique des points, encore une fois, j'y reviendrai en détail, pas d'inquiétude. La technique des points concerne essentiellement les régimes complémentaires. Et cette technique des points, c'est ce que donc veut généraliser le gouvernement, Macron et son gouvernement. La technique des points ne représente au mieux qu'un quart du système. OK ? Donc en gros, Macron, là, il veut sur mon schéma, il veut du bleu partout, à la place du rouge. En termes d'enjeu, hein, est-ce que la retraite, c'est la poursuite du salaire, c'est-à-dire est-ce qu'elle est calculée en taux de remplacement d'un salaire de référence, c'est tous les régimes en rouge, d'accord? Ou est-ce que c'est le différé de cotisation? Est-ce qu'elle est calculée en fonction de la somme des cotisations de carrière? C'est les régimes en bleu. Hein. Prenez un salarié du privé, il a une pension de retraite qui est calculée en fonction d'un salaire de référence, c'est celle du régime général. Et puis, il a une pension qui est calculée en fonction des cotisations qu'il a accumulées sur un compte, c'est l'ARCO-AGIRC. Et ce que souligne à juste titre Nicolas, c'est que notre dispositif actuel est largement, très majoritairement, un, interprofessionnel, deux, organisé comme un remplacement du salaire, et non pas comme une contrepartie de cotisation. Et que l'enjeu de la réforme, c'est de faire disparaître le rouge. Je vous ai mis dans la légende, hein, les quelques expressions qu'on peut utiliser parfois. Encore une fois, on a dit qu'on ne serait pas analytique aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop insisté là-dessus. Mais comme vient de le dire Bernard, donc voilà, un régime par annuité, vous pouvez lire la légende. Parfois, on les appelait à prestations définies. C'est-à-dire qu'on avait à peu près la garantie, régime général, si on avait une carrière complète, on a la garantie d'avoir 50% du plafond de la Sécu, hein, en gros, donc c'est une prestation définie. Et puis, c'est ici, donc c'est la logique du salaire continué qui prédomine, on y reviendra en détail. Et vous voyez dans la légende, toujours pareil, régime en points, qu'on appelait parfois en cotisation définie. Seules les cotisations sont définies, par contre on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir en pension, on n'a pas d'idée, on ne sait pas, sauf le jour de la liquidation. Là on est dans une logique de revenus différés, on reviendra sur cette manière de présenter, les retraites. Vous pouvez voir également, je ne commente pas parce que c'est écrit, je vous ai fait une petite note en bas de la page pour vous montrer un peu le poids, enfin, de ce qu'on appelle les retraites dites surcomplémentaires. Donc c'est tout ce qui est facultatif. Donc vous pourrez lire
la note si ça vous intéresse. Mais l'enjeu, hein, c'est de montrer que la répartition, c'est 97% des pensions. Hein, et que parce que ces surcomplémentaires sont en capitalisation, c'est 2 à 3%. Hein, pour montrer que... et ce n'est pas une statistique très différente de ce qu'on a dans l'ensemble de l'Union, enfin des pays de l'Ouest européen. Les pays de l'Ouest européen, il n'y a pratiquement pas de place pour la capitalisation. Y compris en Angleterre, où les fonds de pension sont très, très mis en avant, parce qu'ils ont une règle qui est absolument... qui est à la source de la financiarisation largement de nos économies. Hein, ils doivent accumuler en réserve 20 fois leurs prestations annuelles. Donc ce n'est pas du tout des lieux qui gèrent des pensions, c'est des lieux qui gèrent de l'accumulation financière. Hein. Mais en termes de prestations, ce n'est pas grand-chose en réalité. Le but d'un fonds de pension n'est pas de payer des pensions. Ce serait d'ailleurs catastrophique si c'était ça. On s'expliquera pourquoi. Hein. Je vous rappelle, hein, Lucie Aprobert se présentera le système aux États-Unis au mois de mai, je crois, ici. Qui est d'ailleurs majoritairement un système en répartition, contrairement à ce que l'on croit. Le mot social security a été inventé aux USA par Roosevelt quand il a créé le régime des retraites, qui est un régime de retraite en répartition. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on peut regarder le tableau 5. Je voulais vous montrer aussi ça parce que parce qu'on ne l'a pas toujours en tête. Alors je vais l'expliquer, hein, mais c'est très simple. J'ai voulu, dans ce tableau 5, avec des petits plus et des petits moins, j'ai voulu vous montrer ce qu'on appelle en fait les transferts entre régimes. Et vous montrer les transferts de manière tendancielle. En gros, j'ai regardé tous les transferts entre régimes sur une dizaine d'années. Entre 1904, si vous voulez les années, je peux vous le dire, hein, j'ai regardé ça à peu près entre 96, je crois, et 2006. Voilà. Bon. Mais c'est valable, j'ai regardé sur 10 ans, mais c'est valable sur 20 ans, hein, mon petit tableau là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. De manière tendancielle, j'ai voulu vous montrer, en gros, ceux qui versent, c'est les plus, et puis ceux qui reçoivent, c'est les moins, les moins moins, les moins moins. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Eh bien parce que si l'expression solidarité et solidarité interprofessionnelle veut dire quelque chose, on peut tout à fait en débattre, eh bien si cette expression veut dire quelque chose, eh bien là, vous avez dans ce tableau, c'est là qu'on l'observe. Hein, ce tableau sur les compensations, il illustre empiriquement une mutualisation des ressources et il montre, c'est pour moi important parce qu'en sociologie, il faut quand même qu'on soit clair sur les termes, il montre que le terme système, qui est un terme fort en sociologie, c'est un terme qui ici est tout à fait justifié. Hein, tout se tient dans cette affaire. Donc encore une fois, je vous renvoie à mon schéma numéro 1. Avant, c'est cette espèce de rectangle que j'ai fait là, c'est lié, tout est lié. Hein. Tous les régimes sont liés les uns aux autres. Donc je vous laisse observer les plus et les moins moins. Mais peut-être faut-il définir la compensation. Hein. Ah oui, pardon, c'est vrai, le problème c'est que je pars tout de suite dans les termes techniques. La compensation, sans être trop technique, c'était l'idée que, en gros, les régimes qui bénéficient de beaucoup de cotisants peuvent venir assurer les retraites de régimes qui n'ont plus de cotisants. Typiquement, c'était par exemple les mineurs, les exploitants agricoles qui reçoivent des cotisations, enfin une somme, un flux de ressources. Oui. Ils ne versent pas, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont encore moins de subventions que les autres. Alors, ils s'autofinancent. Vous parlez de qui? La SNC. Pour la SNC.
Alors la SNCF, ils ont reçu un peu de la compensation généralisée, mais surtout, la SNCF, ça n'existe plus la compensation spécifique. La compensation spécifique, c'était une compensation... Interne au régime public. Voilà, interne au régime public. La SNCF, donc attends, on va regarder ça. Voilà, par exemple, EDF-GDF, vous voyez, hein, fournissait des ressources aux autres régimes. Pareil pour Banque de France. Mais c'était essentiellement les mines. Non, la CNRACF. La compensation vient s'ajouter au côté interprofessionnel. Hein. Voilà. Ce que nous voulons montrer, c'est que il n'y a pas un dispositif compliqué et complètement émietté, avec des droits différents d'un régime à l'autre. Les régimes sont largement interprofessionnels, et en plus, ils ont, depuis quelle date? Tu le sais peut-être, Adrien, c'est la compensation, c'est 84, Aurélien, pardon, c'est... Enfin, depuis les années 80, ou 70 peut-être, même un peu avant. Je vous renvoie au bouquin de Nicolas, La retraite des syndicats, tout ça est expliqué. Il y a une compensation... 74 peut-être. En 74, une compensation je crois que c'est sous Giscard, effectivement, une compensation inter-régime qui fait que les régimes à démographie, disons, jeunes, eh bien, financent les régimes à démographie en difficulté. Ce qui est tout à fait normal. Hein. S'il y avait un seul régime, de toute façon, on s'en apercevrait même pas. Hein. Mais vous voyez que même avec des régimes différents, bien que déjà largement interprofessionnels, de toute façon, il y a une compensation. Par exemple, le régime agricole, la MSA, n'est alimenté que par 15% de ses recettes par des cotisations des agriculteurs. 85% des recettes viennent des autres régimes. Et de quel régime? Le régime essentiellement des fonctionnaires des collectivités territoriales. Parce que c'est un régime jeune. Les collectivités territoriales ont beaucoup embauché dans les années 70-80. Et donc, à ce titre-là, ils ont un indicateur, un indice démographique qui fait que, je crois que c'est le tiers des cotisations au régime des collectivités locales va à la compensation. Et ça bouge dans le temps, hein. Je réagis à la question de la SNCF. Là, je ne le montre pas parce que je suis sur une période où la SNCF reçoit, mais pendant une période, la SNCF a versé. Hein. Donc attention à ne pas prendre ça de manière trop rigide. C'est juste pour vous donner, tendanciellement, sur une dizaine d'années, au tournant du 21e siècle, si vous voulez, la tendance, quoi. Mais encore une fois, comme le dit bien, c'est pour montrer comment on est dans de l'interprofessionnel et comment tout est soudé, hein, dans cette affaire. Et que des régimes professionnels... les collectivités locales, c'est la CNRACL. Hein, oui. C'est à la fois la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Hein. Les hospitaliers et les territoriaux, qui sont des professions relativement jeunes, financent largement les prestations des non-salariés. Si vous êtes fonctionnaire et que votre boucher, un jour, vous dit du mal des fonctionnaires, rappelez-lui que c'est vous qui financez ses retraites, d'accord? Parce que les bouchers, eux, ils sont à l'organique, d'accord? L'organique, tout ça est maintenant dans le RSI, qui est un naufrage industriel, le RSI, mais l'organique, c'est les industriels et commerçants, hein, et la Cancava, ce sont les artisans. Donc, c'est ce qui est dans le RSI maintenant, ça. Hein. Les industriels, les commerçants et les artisans ont un régime qui est largement compensé, hein, par les dotations des autres. Et c'est encore une fois, c'est tout à fait normal. Hein, s'il n'y avait qu'un régime, de toute façon, les cotisations des plus jeunes alimenteraient les prestations des plus vieux. La question ne se pose pas. Hein. La légitimité de la compensation est évidente. Hein. Mais c'est pour bien montrer que cette espèce de saga des réformateurs qui disent on a un truc compliqué et injuste,
part d'un diagnostic qui est volontairement faux. Oui. Hein. Pour nous faire avaler une toute autre pilule, c'est l'enjeu justement de ce séminaire que de montrer la pilule qu'on veut nous faire avaler. Mais je crois que ça n'existait plus, le RSI. Oui, Ah, ben si, le RSI existe toujours. Tiens, Aurélien, réponds peut-être à cette question-là. On rejoindre le régime général progressivement à partir de l'année prochaine. Ouais. Voilà. Merci. C'est ça. Il va rejoindre le régime général à partir de l'an prochain, progressivement. Ce qui est un hommage du vice à la vertu, d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Les syndicats agricoles qui ont à l'époque ont retardé le plus possible au cours du gouvernement pour qu'ils soient affiliés au régime général. Enfin, il faut aussi l'avoir en tête parce que c'est vrai que là, il y a un régime de compensation du régime général sur les cotisations agricoles. Mais ils se sont quand même battus contre le régime général. Oui, bien sûr. Oui. Oui, oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Les professions indépendantes ont refusé d'entrer dans le régime général. Là, ça se règle avec l'élimination des ministres communistes. Hein. Vous avez en 1946 une loi que Croizat fait voter et qui prévoit la généralisation du régime général aux indépendants. Et puis les communistes sont éliminés en mai 1947. Et une loi de juillet 1947 décide qu'il n'y aura pas d'intégration des indépendants dans le régime général. Mais on aura une séance consacrée au régime général. Bien sûr. Pour aller dans le bon sens, on parle aussi d'ores et déjà de régime aligné en parlant des agriculteurs, des indépendants. Pour la retraite, ce sont déjà des régimes alignés donc qui versent dans les mêmes conditions, oui. Les assurés reçoivent. Oui, l'expression alignée, oui, veut dire que les droits sont calculés pareil. Ouais. Donc on est vraiment sur. Aligné, ça veut dire que c'est les mêmes droits, c'est le même calcul. Vous avez des régimes différents, mais c'est la même manière. Des mêmes droits pour des taux de cotisation identiques. Voilà, aligné. Encore, on continue, on a presque fini. Tableau numéro 6 sur les dépenses et les recettes du régime général. En 2001 et 2016, ça redit des choses que vous avez déjà vues tout à l'heure, que nous avons déjà vues tout à l'heure, plus généralement pour la protection sociale. Vous voyez, il y a toujours un poids toujours très fort des cotisations sociales, malgré les habituelles tentatives de fiscalisation de la protection sociale en général. Et puis, vous avez un fonctionnement des régimes qui est d'une efficacité redoutable, puisqu'il ne coûte quasiment rien en termes de gestion et de charges diverses. Je vous ai encore une fois calculé les proportions. Voilà, c'est vraiment... c'est plusieurs centaines de milliards. C'est une statistique dont il ne faut pas forcément se réjouir. Hein. Vous avez donc des frais de gestion qui sont nuls, à peu près, dans le régime général. Mais c'est parce que vous avez un management devenu très discutable, et puis parce que vous avez des effectifs qui n'augmentent pas tel qu'il le faudrait, vous avez des conditions de travail de plus en plus difficiles, vous avez des conditions de lien avec les usagers de plus en plus médiocres. Prenez un usager reçu à la CAF, quels que soient les efforts des professionnels, ils sont dans des conditions telles que la réduction des coûts de gestion n'est pas qu'un indicateur positif, bien sûr. Mais en tous les cas, contre tous ceux qui parlent du trou de la Sécu, vous voyez bien que c'est complètement con. 2016, emploi 759, ressources 758,7. Ça, c'est le premier tableau 1, d'accord? Il n'y a aucun trou de la Sécu, ça n'existe pas, cette histoire, ça marche? Premier tableau, il l'a pas commenté, Nicolas, mais
trou de la Sécu, et puis quand tu as des gabegies, bah écoutez, donnez-moi une boîte qui a 3% de frais de gestion, et puis on en recausera, d'accord? Alors... Bon, bah c'est bien. T'as encore un tableau, non? Oui, j'ai un dernier tableau. Et j'ai... Donc, maintenant, dernière partie de notre première séance sur les données de cadrage. Bien, je vais vous parler là des retraités et de leur pension, mais très, très rapidement. Puis après, il nous restera une bonne demi-heure. Je crois que c'est ça, hein, c'est 2 heures. Il nous restera une bonne demi-heure pour discuter ensemble, si vous voulez, pour reprendre quelques aspects. Alors, troisième partie, donc les retraités et leur pension. Bah, je vais commenter le tableau 7, pardon. Je suis un peu fatigué, on a eu toute une journée de séminaire. Donc là, Bernard m'en recolle un derrière. Merci. Alors, combien de retraités? En 2016, ils sont environ... je ne rentre pas dans les détails de la construction des stats, hein, c'est assez compliqué de compter les retraités. Il serait environ 17,2 millions de retraités en 2016, dont, vous pouvez le noter si vous voulez, dont 15,6 millions résidant en France. Hein, donc tous les retraités ne sont pas aux Canaries ou en Espagne. Les retraités représentent donc un quart de la population française. Un quart. OK ? Je continue. Toujours en 2016, je vous ai pris les données les plus récentes et les plus stabilisées et les plus récentes. Le régime général, MSA salariés compris, donc salariés agricoles compris, le régime général traite 16,6 millions de dossiers. Si vous voulez encore plus de précision, la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, c'est 13,3 millions de retraités de droit direct. Les MSA salariés, si vous me suivez toujours, c'est 2 millions. Fonction publique territoriale plus entreprise publique, c'est 3,3 millions de retraités. Et les indépendants et libéraux retraités, c'est 3,3 millions de droits directs. Hein? Donc grosso modo, il y a autant de... Droit direct, c'est donc ceux qui touchent une pension au titre de leur activité professionnelle. Les droits dérivés, c'est en particulier les pensions de reversion. Ce qui rentre dans la survie, dans la statistique, d'accord? Vieillesse, c'est pour l'essentiel les droits directs. C'est pas notre expression. Oui, les polypensionnés, je n'ai plus en mémoire, on est sur 2 millions, mais là il faut que je revérifie, parce que j'ai peur de vous dire une bêtise. Mais il y a quelques polypensionnés, mais il n'y en a pas énormément. Mais c'est vrai que c'est une question importante, j'aurais dû donner l'information aujourd'hui, parce que ça revient souvent dans le débat médiatique, en disant « Oh là là, les polypensionnés, c'est une catastrophe ». Non, c'est pas vrai, les dossiers des polypensionnés sont très bien gérés. Enfin, il peut y avoir quelques petits cas de problèmes, c'est vrai, il peut y avoir encore quelques problèmes, mais c'est anecdotique par rapport aux 17 millions. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit, mais ils sont pas... Il n'y a pas trop de problème de ce point de vue. Alors, je continue pour donner encore quelques éléments sur les retraités hein, et leurs pensions. Et puis, on arrêtera là-dessus, parce que là, il y a déjà eu beaucoup d'informations aujourd'hui. J'ai pris la génération née en 1946. Hein, c'est un hommage à Bernard. Alors, l'âge moyen de liquidation de la pension... pour la génération née en 1946, l'âge moyen de liquidation, hein, donc c'est le moment où on prend sa retraite, on liquide ses droits, liquidation, on appelle ça comme ça. L'âge moyen de liquidation de la pension est de 60 ans pour les hommes et de 61 ans pour les femmes.
Ok. Alors là, tout de suite, vous voyez, il y a une inégalité d'1 an entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes partent en moyenne 1 an plus tard, liquident leurs droits 1 an plus tard que les hommes, en moyenne. C'est une moyenne. Donc, c'est une inégalité, ça ne va pas, bien sûr, mais je voudrais juste vous signaler que c'est une tendance qui va en diminuant. Pourquoi? De mémoire, au début des années 2000, quand on travaillait sur ces statistiques, et tu me corrigeras Bernard si je dis une erreur, mais de mémoire, quand on travaillait là-dessus avec Bernard, il y a déjà un petit moment de ça, puisqu'on a commencé à travailler ensemble depuis 2003. Vous allez tout savoir sur notre vie commune. Oui, hein, bah oui. Bah, écoute, il y a 10 séances qu'il faut tenir. Alors, la différence moyenne était de 2 ans entre les hommes et les femmes. Les femmes liquidaient leur pension en moyenne plutôt 2 ans après les hommes. Là, on est passé à 1 an. Voilà. Donc c'est encore une inégalité, c'est encore trop, oui, mais ça a diminué. Je vais donner d'autres éléments qui, je crois, sont importants d'avoir en mémoire. Donc, autre point important, vous inquiétez pas, j'arrive au tableau 7, je vais le commenter. Autre point important, l'écart de pension entre les femmes et les hommes, eh bien, il se réduit de génération en génération. Exemple, pour la génération née en 1926, la pension des femmes... Qui a donc liquidé sa pension, en gros, en 86, à peu près. Ok, ça va? Tout le monde suit? Donc, pour la génération née en 1926, qui liquide donc sa pension à partir de 86, grosso modo, la pension des femmes était de 49% inférieure à celle des hommes. Vous divisez par 2. Ok? Autre... donc, j'avance dans le temps. Pour la génération maintenant née en 1950. C'est à peu près les dernières données qu'on a un peu solides. Pour la génération née en 1950, la pension des femmes, elle est toujours inférieure à celle des hommes, mais elle n'est plus de 49% inférieure à celle des hommes. Elle est inférieure, c'est toujours trop, de 33% à celle des hommes. C'est énorme, bien sûr. C'est énorme, mais les inégalités ont quand même diminué, même si elles sont encore importantes. En 25 ans, donc. Et ça continue à diminuer, l'inégalité. Mais j'y reviendrai, parce que là, il y a plusieurs informations qu'il faut donner. Je ne peux pas que le dire comme ça. Maintenant, les montants. Les montants, en 2016, les montants mensuels moyens de pension d'une retraite brute, tout régime confondu. Ce montant moyen mensuel, il est brut de 1 612 €. Pour les femmes, ce montant moyen, il est de 1 353 €. Et pour les hommes, il est de 1 913 € en 2016. Pension de retraite brute, pension moyenne. Brut, c'est-à-dire avant CSG. Hein. Oui. Ok. Donc c'est pas non plus mirobolant. Je vous redonne encore, avant de parler du tableau 7, une dernière info sur les montants. Le salaire moyen, à la même période, il est de... alors il faut un truc équivalent, c'est-à-dire un net... moyen, il est de 2 300 €. Pour les retraites médianes, c'était pas clair leur truc, j'ai préféré éviter. Donc c'est pour ça que vous les aurez pas aujourd'hui. Mais par contre, je vais vous donner après, vous allez voir des taux de remplacement. Autre info qui n'est pas inintéressante, si vous voulez, comme j'avais pas de données sur les retraites, sur les dimensions médianes, j'ai quand même trouvé une autre info qui est intéressante. Fin 2012,
un tiers des retraités reçoivent une pension inférieure ou égale à 1 000 € brut par mois. Hein, un tiers. Donc on voit que c'est vraiment pas une population de ce point de vue-là qu'on essaie de faire passer comme ça, comme très aisée. C'est pas le cas. Un tiers. Et toujours en 2012, ils sont 6% à recevoir plus, les retraités, hein, plus de 3 000 € bruts par mois. C'est-à-dire une situation qu'on va dire moyenne, aisée, quoi. D'accord ? 6%. Donc c'est pas non plus énorme. Sur le tiers en dessous de 1 000 €, c'est essentiellement des femmes, parce que Nicolas a donné le chiffre de 1 300 et quelques euros, c'est ça ? Comme pension moyenne des femmes, mais c'est reversion incluse. Hein. Si on ne prend que le droit direct, on est autour à 1 100 € à peu près. Quelle est la pension ? C'est ça, on enlève 200 €. En droit direct, les femmes touchent 1 100 €. C'est si on ajoute la reversion qu'on arrive à 1 300 et quelques euros. Hein. Et donc les hommes, 1 900 €. Alors regardons maintenant la moyenne. Si vous voulez bien le dernier tableau, le tableau 7. Alors, sur le tableau 7, je voulais vous montrer un exemple de taux de remplacement. Qu'est-ce que c'est que le taux de remplacement? On aura souvent l'occasion de mobiliser cet indicateur avec Bernard. Là, pour simplifier, encore une fois, je ne rentre pas trop dans les détails, pour simplifier, il s'agit du montant de la première pension comparé à un montant moyen des derniers salaires perçus par les pensionnés observés. Ok, je répète. Donc, montant de la première pension comparé au dernier salaire perçu par la personne observée, le retraité observé. Voilà. Pour ceux qui veulent encore plus de détails, là, en ce moment, je crois qu'ils font une moyenne sur les 5 années de dernier salaire, grosso modo. Il me semble que c'est ça, la dernière. Donc, c'est un taux de remplacement des 5 dernières années, en gros. Enfin, du salaire moyen des 5 dernières années. C'est pour éviter des statistiques qui porteraient sur des mouvements non significatifs, quoi. Quelqu'un qui a tout d'un coup une hausse de dernier salaire, etc. On prend les 5 dernières années. La statistique vient de l'EIR 2012, comme vous voyez, c'est l'échantillon interrégime des retraités, qui est une statistique extrêmement fiable. C'est pas un sondage, hein, ça porte sur, je crois, 400 000 ménages de retraités. C'est une statistique extrêmement fiable. Oui, on a quand même, il faut le dire, hein, des statistiques qui sont très, très, très bien. Hein. L'appareil statistique français est excellent, il faut bien le dire. Hein. Encore faut-il tirer les bonnes infos. Alors, donc, regardons le tableau 7 sur les taux de remplacement. Vous pouvez voir, je l'ai mis dans le titre du tableau. Il faut qu'un titre soit clair, hein, ça j'ai appris ça au lycée. Ces taux de remplacement, donc, ils concernent les retraités de droit direct nés en 1946. Vous pouvez voir que ces taux de remplacement sont encore élevés. Pourquoi je dis encore? Eh bien, ils sont encore élevés alors que là, on a une génération, 1946, une génération qui a largement été impactée par les réformes ou contre-réformes, on verra quelle est la meilleure façon de les présenter, les contre-réformes de 1993 et 2003. Hein? On reviendra en détail sur la chronologie des réformes. On peut regarder le tableau. Avec une carrière complète, les retraités les plus modestes partent avec une pension équivalent presque à leur dernier salaire. Hein, vous voyez, les hommes, carrière complète, 96%. Les femmes, c'est moins le cas, c'est vrai. Mais les femmes, c'est uniquement le droit direct, hein, d'accord. Hein, on ne tient pas compte de la reversion. Hein, ça, c'est les pensions de droit direct. Donc, si les retraités les plus modestes, surtout les hommes, merci de l'avoir précisé, partent avec une pension équivalente à presque leur dernier salaire, vous voyez que, par contre, les plus aisés, eux, percevront
grosso modo une pension équivalente à 60% de leur dernier salaire. Oui, pardon? Non, non, on est là pour ça. Ouais, c'est ça. Carrière complète sont ceux qui satisfont à l'exigence. Alors pour ceux qui sont nés en 46, je ne sais pas combien c'est, d'Ivoire. Ouais. Carrière complète, donc c'est ceux qui ont validé, je ne sais plus, ça devait être 160 trimestres, un truc comme ça, je ne sais plus, peu importe. Ouais. Et par contre, vous avez aussi le taux de remplacement, j'ai tenu à le mettre, sur toute carrière. Donc toute carrière, ça veut dire c'est tous les hommes, hein, quel que soit s'ils ont une carrière complète de 40 annuités ou plus, ok, c'est tout le monde. C'est parce que la sécurité, on perçoit la moitié dans le privé, la moitié du plafond de la sécurité sociale. Donc c'est ce qui fait que, au fur et à mesure que l'on a une pension de plus en plus élevée, enfin un salaire de plus en plus élevé, la pension, elle diminue. Oui, mais là, il s'agit de la pension totale, hein, qui additionne la GIRC ARCO au régime général. C'est les deux. Hein. C'est la totalité des pensions. Hein. Ah oui, le taux de remplacement diminue avec le niveau de salaire de référence, bien sûr, hein, globalement. Oui. Avec le niveau du dernier salaire. Oui. Vous noterez... Oui, pardon, allez-y. Oui. Du coup, je comprends pas que ça se fait qu'il y a autant d'écart entre les hommes et les femmes en carrière complète. Alors, regardez, justement, ce qui est intéressant, c'est une très bonne question, ce qui est intéressant, vous voyez que, vous noterez qu'en bas de l'échelle, les taux de remplacement féminins donc, sont inférieurs à ceux des hommes, tandis qu'en haut de l'échelle, ils sont presque identiques. Donc là, on voit bien... et ça, c'est ce qu'ont montré des sociologues hein, sur le salariat féminin. Le salariat féminin est hétérogène, évidemment. Donc on voit bien que les femmes là, qui ont une carrière, je dirais, plutôt salariale, plutôt plus, qui marche bien, arrivent à acquérir des droits qui sont finalement assez proches en termes de remplacement, quasi identiques d'ailleurs. Les taux de remplacement sont très proches. Hein. Vous avez, en carrière complète, vous avez 60, taux de remplacement 60%, pour des salaires, des pensions, des tranches de salaire supérieures à 4 000 à 59. Je complète ce que vient de dire Nicolas. Hein, la question était, comment se fait-il que pour une carrière complète, le taux de remplacement pour les femmes à dernier salaire égal, mettons 1 250 €, dernier salaire, d'accord, les hommes, on est à 96% et les femmes à 79%. Eh bien parce que les personnes qui terminent avec un faible salaire ont eu, s'agissant des femmes, une carrière extrêmement en dents de scie. Et que dès lors que c'est pas simplement les annuités, mais le salaire moyen des 25 meilleures années qui va être la base du calcul, et non plus des 10 meilleures années comme avant la réforme Rocard, enfin la réforme Balladur de 94, qui est la réforme Rocard. Évidemment que quelqu'un qui a eu une carrière en dents de scie hein, va avoir un taux de remplacement finalement plus faible que quelqu'un qui a eu... enfin, dans les 25 meilleures années sont finalement assez proches de son dernier salaire. Et pourquoi, au niveau des cadres, vous voyez, homme ou femme, le taux de remplacement est le même. Pourquoi? Mais parce que la carrière des femmes qui deviennent cadres est la même que celle des hommes, en termes de continuité ou discontinuité. Hein. Une carrière, une retraite, c'est à la fois un salaire de référence et une continuité ou une discontinuité de parcours. Donc vous voyez l'absolue nécessité de construire des droits à retraite sur les meilleurs salaires, mais pas les 25, hein, les 10, comme ça fut le cas, ou même moins, hein, pourquoi pas. Hein. Ben, les 6 meilleurs mois, comme dans la fonction publique, on y viendra. On y reviendra. Mais vous voyez que pratiquement, à partir de 2500 €
de salaire final, le taux de remplacement de la pension est la même chez les femmes et chez les hommes. Et si le taux de remplacement est si faible chez les femmes consacrées aux hommes, comparé aux hommes, ça se joue d'abord sur les bas salaires, et parce que les femmes sont confinées dans les bas salaires. C'est pour ça que statistiquement, au bout du compte, la retraite est plus faible. Mais dès lors qu'on termine avec un salaire entre 2 500 ou 3 000 euros, le taux de remplacement est le même chez les femmes et chez les hommes. Alors, et puis donc je rebondis là-dessus. Ce qui agace, moi qui m'agace énormément, c'est quand on vous présente donc la future réforme comme étant plus juste. Il faut quand même voir que derrière les points, c'est l'idée qu'on va calculer une retraite. Si on peut parler encore en termes de salaire, mais on verra que justement c'est l'enjeu, c'est qu'on peut plus. On calcule non plus sur les 25 meilleurs salaires, mais sur tous les salaires. Et donc cet effet là qu'on vient de souligner. Il joue encore plus, donc va être amplifié. Va être amplifié. C'est pas plus juste là. C'est vraiment se moquer du monde que de dire que c'est plus juste. Voilà. Je donne une dernière info et puis après on a. Oh là, disons ça. Une demi-heure. C'est jusqu'à 8h15. D'accord. Une dernière info et puis après on discute. Au fil des générations. Les taux de remplacement, ils diminuent du fait, bien sûr, des contre-réformes. Encore une fois, exemple, je vous donne la statistique parce que je n'ai pas reproduit le tableau qui donne ça. Le taux de remplacement médian pour les hommes, donc médian, 50% d'un côté, 50% de l'autre. Le taux de remplacement médian pour les hommes nés en 1936 était de 81%. Il était de 77% pour les femmes. Ok ? Né en 1936. En fait, il a diminué avec les réformes. Oui, je peux répéter, bien sûr. Oui, le taux de remplacement médian pour les hommes nés en 1936 était de 81%. Donc, c'est pas n'importe quoi quand on vous parle de continuation du salaire avec Bernard. Pour les femmes de 77%, je répète, nés en 1936. Le taux de remplacement médian pour les hommes nés en 1946 est désormais, enfin pas désormais, mais était de 75%. Donc on est passé de 81% à 75% pour les hommes. Donc ça, vous pouvez mettre ce chiffre comme donnée moyenne. Dans le tableau 7, vous avez par niveau de dernier salaire, avec un taux de remplacement qui va de 89 à 60%, et le taux de remplacement médian, quel que soit le niveau de salaire, il est de 75%. Pour la génération 46 En 46, il était de 81% pour ceux qui étaient nés 10 ans plus tôt. Vous voyez, les effets des réformes sont tout à fait considérables, bien sûr. Alors, il y a eu un petit effet d'égalité homme-femme dans la réforme, mais par le bas, bien sûr. C'est que là, les femmes également, le taux de remplacement médian pour les femmes nées en 1946 est de 75% comme les hommes. Je crois qu'en fait, c'est 74,6, un truc comme ça, et puis les hommes, ça doit être 75,1. Mais bon, j'ai arrondi, 75. D'accord ? Donc, je conclus. On aura bien sûr l'occasion de développer en détail longuement le droit à pension, c'est-à-dire sa genèse, son évolution, ses formes idéales typiques, et puis on aura l'occasion de regarder sa transformation-régression. Et pour le dire maintenant de manière non analytique, encore une fois, aujourd'hui, il y a 5 critères centraux d'un droit à pension en France. Il y a une modalité de financement. Vous avez vu, c'est la cotisation sociale, toujours. Il y a un âge. On reviendra sur cette question, avec l'enjeu de construire ou pas un âge politique, par exemple. Cet âge, j'y reviendrai, ça a été 60 ans, ça a pu être 55. La borne supérieure, c'est 70, j'y reviendrai également. Vous avez, autre critère, troisième, une durée de carrière, on en a parlé rapidement tout à l'heure.
qui est appelée parfois durée d'assurance, durée de cotisation, pire. Hein. Mais en fait, c'est une durée qui est liée au SMIC, j'y reviendrai, donc c'est une durée, donc c'est lié au temps, mais c'est aussi lié au salaire, enfin au salaire minimum. J'y reviendrai en détail. Vous avez, quatrième critère, un niveau de salaire. On en a parlé tout à l'heure, hein, la moyenne sur 25 ans, les meilleurs salaires, la moyenne sur 10 ans, ou alors dans la fonction publique les 6 derniers mois. On y reviendra également. Et puis enfin, dernier critère, vous avez un critère d'évolution. Ce critère d'évolution, eh bien, ça a été pendant très longtemps une indexation des pensions sur les salaires. Ça a été pendant très longtemps, enfin pendant quelques années, pardon, une indexation sur les prix, ou ça peut être une libéralité du prince, c'est-à-dire en 2018, que dalle. Et en 2019, un taux fixe de 0,3, et en 2020, un taux fixe de 0,3%. Donc, peanuts. Voilà. Bon. C'est ce qu'on appelle l'indexation. Hein, oui, indexation, dernier critère. Bon, voilà. Et puis, vous avez vu, hein, il est tout à fait inutile de recourir à des points. On pourrait tout à fait faire un régime à 100% par annuité, à moins de discuter justement des 5 critères que je viens d'évoquer. Voilà pour ce qui était des données de cadrage aujourd'hui. Et on ira plus loin pour les autres séances. Merci pour votre attention. Donc la discussion est ouverte. Est-ce que vous avez des questions, des objections, des tableaux sur lesquels on est passé trop vite, etc. Moi, je voulais revenir sur le tableau 3B qu'on n'a pas commenté beaucoup, qui peut être utile, etc. Pour les personnes quand une carrière discontinue, il est clair que dans ces 25 meilleures années, il y aura des années très faiblement payées. Et donc que la moyenne du salaire de référence va baisser. Alors que si on a une carrière plate ou une carrière en ascension, avec une carrière plate, par exemple, qu'on calcule sur les 10 meilleurs ou sur les 30 meilleurs, c'est pareil, puisque la carrière est plate, d'accord ? Et donc, pourquoi est-ce qu'à carrière complète, les femmes dont les derniers salaires sont faibles, attention, hein, puisque à partir de 2 500 € de dernier salaire, le taux de remplacement est à peu près le même à carrière complète chez les hommes et chez les femmes. Mais chez les femmes qui ont été confinées dans le SMIC, en gros, d'accord, ont eu en plus une carrière beaucoup plus discontinue que les hommes, et dans les années de référence, il va y avoir des années où elles étaient payées à mi-temps, par exemple. Donc elles ont validé tous les trimestres, mais en revanche, le salaire de référence va être très faible. Et donc, du coup, à carrière complète, donc ayant validé les 160 trimestres nécessaires, vous allez trouver dans les 25 meilleures années des rémunérations très faibles qui font que le salaire de référence va être faible. Hein. C'est ça qui explique que pour les bas salaires, le taux de remplacement du salaire chez les femmes dans la pension soit plus faible que chez les hommes. En revanche, dès lors que vous terminez avec un salaire élevé, c'est que vous avez eu en général une carrière qui vous a permis, c'est une carrière relativement continue, hein, sans à-coups. Et là, homme ou femme, bien ma foi, vous avez un taux de remplacement qui est le même. Oui. Alors, j'ai plusieurs questions. Alors, déjà, là, concernant le graphique 2, quand vous parlez là, des cotisations imputées, ce qu'on appelait avant les transferts, apparemment c'est l'équivalent, enfin, c'est ce que j'ai compris. Quand vous parlez de l'État employeur là, pour les cotisations imputées, vous parlez de entreprises publiques et fonctions publiques ou enfin voilà ma question. Ensuite, là pour la part quand même dans les prestations vieillesse survie entre guillemets, donc il y a une part importante des régimes complémentaires donc dans une logique quand même de revenus différés. Donc voilà, c'est surtout Agir Carco j'imagine.
Et donc, j'aimerais savoir si cette part a augmenté, parce que là, elle était de 27% en 2016, si, je ne sais pas, en 2000, par exemple, ou 2001, elle était plus basse, enfin, significativement plus basse. Et, ah oui, et ma dernière question, c'est par rapport au... ah oui, pourquoi vous avez mis en blanc, là, dans le schéma 1, avec rouge et bleu aussi, là, pourquoi vous avez mis régime professionnel? En gros, c'est des... Oui, mais pourquoi vous avez mis en blanc? Ça veut dire, ils sont dans quelle logique? Alors, Non, c'est pas ça le truc. Non, en fait, j'ai mis en blanc parce que je voulais assurer en bleu et rouge, mais j'ai pas trouvé la fonction pour le faire. Donc, ouais, en fait, non, mais je vais répondre à ta question très clairement. Il n'y a que la CNAVPL, donc les professions libérales, qui fonctionnent en point sur le régime de base et le régime complémentaire. Si ça n'a pas bougé, je crois que ça n'a pas bougé. Hein. Mais je n'ai pas revérifié récemment. Par contre, les autres régimes, c'est-à-dire CNBF, EMIN, enfin les autres, ils fonctionnent par annuité. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que tu verras, il est en bleu et en rouge. Voilà, c'est tout simple. Bon, voilà. J'ai pas réussi à faire mieux. Il aurait fallu que je diffractionne là. Les cotisations imputées, c'est quand on parlait aussi de cotisations fictives. Hein. C'est lorsque tu as des régimes d'employeurs, par exemple, sans cotisation. Hein. Il n'y a pas de caisse. L'employeur verse des prestations. Eh bien, on va faire comme s'il y avait cotisation. Les prestations de l'employeur, on suppose que ça correspond aux cotisations. Il n'y a pas de caisse. Prends la fonction publique. La fonction publique, il n'y a pas de caisse de retraite. La fonction publique d'État. La fonction publique d'État, il n'y a pas de caisse. Il n'y a pas de cotisation. Il y a ce qu'on appelle une retenue sur pension, mais pour pension, mais qui ne correspond à rien du tout. Il n'y a aucun flux monétaire qui irait vers une caisse. Hein. Rien n'alimente une caisse des pensions en matière de fonction publique d'État. Dans la fonction publique d'État, c'est l'État qui continue à payer les fonctionnaires. Il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de caisse. Et pour faire de la statistique qui soit comparative avec des pays où il y a une caisse, etc., on va dire que aux pensions des fonctionnaires d'État, d'accord, c'est pas la même chose pour les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers pour lesquels il y a une cotisation à la Caisse nationale, à la CL, pardon, hein, les collectivités locales et la fonction publique hospitalière. Et pour la fonction publique d'État, statistiquement, on va dire que les pensions des fonctionnaires d'État sont financées par une cotisation imputée, d'accord? C'est-à-dire une cotisation qu'on appelait avant fictive. Elle n'est pas fictive au sens où l'État, ma foi, paye les fonctionnaires jusqu'à leur mort, mais elle n'existe pas en tant que telle. Hein. Il n'y a pas de caisse de cotisation. Donc on fait comme s'il y avait une caisse et on parlera de cotisation imputée. Ça va, ça ? De même, il n'y avait pas jusqu'alors pour la SNCF de caisse de cotisation. La SNCF versait les pensions sans qu'il n'y ait une contrepartie en cotisation identique dans une caisse, d'accord ? Dans ce cas-là, comment ça rentre dans le régime général, ces cotisations-là? Alors, s'agissant des fonctionnaires, ça ne rentre pas dans le régime général. Et s'agissant de la SNCF, effectivement, l'intégration progressive des régimes spéciaux dans le régime général fait que
le dispositif des cotisations imputées se réduit, hein, parce qu'il faut bien qu'il y ait une cotisation spécifique. Je peux répondre aussi. Il y a une question qui a été posée. Je n'ai pas répondu à ta question. Pour ce qui est du poids des régimes, et notamment des régimes complémentaires, ça n'a pas beaucoup bougé ces 20 dernières années, en termes de poids. C'est surtout le régime général dont la place est un peu plus importante. Mais on était déjà, il y a 15 ans, on était déjà sensiblement sur un poids très, très proche. Bon, j'interviens parce que je suis assez inquiète sur l'objectif du gouvernement de mettre des retraites par points. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé à l'ARCO et à l'ARGIC, qui sont des régimes par points. Et quand les points, lorsque le gouvernement a décidé que le point avait perdu de sa valeur, les retraites, il y a eu des incidences immédiates sur les retraites de l'ARGIC et de l'ARCO. Donc, à terme, je pense que lorsqu'on parle de régime par points, on dit bien que c'est à cotisation définie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait ce que l'on va payer en termes de cotisation, mais lorsqu'on va prendre sa retraite dans 40 années, aujourd'hui, les jeunes ne sauront pas ce qui va se passer et ils seront tenus à l'époque de voir cette valeur du point. Le gouvernement dira ce qu'elle vaut, ce qui veut dire que les retraites seront fluctuées. On ne saura jamais d'une année sur l'autre quels seront le montant de la retraite. Donc c'est un véritable... Moi, ça me semble étant un véritable danger parce que c'est la structure sociale dans laquelle Ambroise Croizat avait donc mis en place la sécurité sociale, etc., qui est en danger. Et moi, je suis une militante syndicale, moi, je pense qu'il faut vraiment que nous battions pour faire en sorte, comme en 95, on n'a pas complètement gagné, mais il y a des choses qui ont été conservées, que pour l'année 2018 et 2019 qui arrivent, on soit un peu vent debout pour faire recouler ce que le gouvernement veut mettre en place. Juste, merci pour votre intervention. J'en profite pour dire que vous avez fait un super teasing pour la séance du 11 mars que je ferai sur les régimes complémentaires. Bernard sera là aussi. Un des objectifs, je le dis maintenant, de la séance du 11 mars, c'est précisément de montrer dans le détail, l'infini détail, comment pendant un quart de siècle, ce système par points est devenu d'une complexité folle, complètement folle. Donc ça, on montrera ça le 11 mars. En un quart de siècle. Parce qu'avant, c'était relativement clair. Enfin, relativement. Le régime par points est infiniment plus complexe que le régime par annuité. Ça, c'est clair. Donc, le dispositif prévu va non pas simplifier, mais complexifier les affaires, contrairement à ce qu'on nous raconte. Alors, vous n'allez peut-être pas pouvoir répondre à ma question, puisqu'elle est sur le revenu par point. Je voulais justement essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'il fonctionnait et en quoi il relève d'un revenu différé, parce que quelque part, le discours que je peux entendre, en simplifiant, c'est on a cotisé X, on est payé X, mais on ne peut pas faire ça, puisqu'évidemment, ce n'est pas le nombre d'années de retraite à l'avance. Je ne crois pas que le gouvernement ait encore omission là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on peut considérer comme un revenu différé les retraites par points, sachant qu'on ne peut pas faire un calcul, on vous avait donné tant, on vous donne tant, puisqu'on ne sait pas sur combien d'années on va le faire. Mais c'est peut-être trop compliqué. Mais détrompez-vous. Mais alors là, je ne sais pas quel va être ce qui va être adopté par le gouvernement, mais le système suédois dont s'inspirent les réformateurs divise le compte par l'espérance de vie. C'est ça la suite. Attention. Donc quand vous dites on ne sait pas combien de temps, mais les actuaires savent quelle est l'espérance de vie d'une génération, d'accord, d'une cohorte. Hein. Alors on ne sait pas du tout effectivement mesurer, enfin anticiper l'espérance de vie individuelle, mais les actuaires savent anticiper l'espérance de vie d'une cohorte. Hein. En Suède, on prend sa retraite en moyenne à 65 ans. Donc quelqu'un qui prend sa retraite en 2018, il est né en 53. Hein. Et les actuaires savent quelle est l'espérance de vie de quelqu'un qui est né en 53 et est encore en vie en 2018. Ça, on le sait. Hein. On sait calculer l'espérance de vie d'une cohorte. Et la pension des salariés de cette cohorte qui prendront leur retraite
eh bien ce sera la somme actualisée, bien sûr, hein, de leur cotisation, c'est pas ça, c'est divisé par leur espérance de vie. Donc on a bien, la somme des cotisations doit être la somme des pensions. Alors, évidemment, quelqu'un qui casse sa pipe le lendemain, c'est foutu, d'accord? Et quelqu'un qui vit encore 30 ans, d'accord, hein, bien sûr. Hein, là, on ne peut pas jouer. Mais sur l'espérance de vie moyenne, bien sûr que si, qu'il y a un lien. Hein. Si, ce qu'on peut dire, mais sans trop anticiper sur la suite des séances, c'est que, encore une fois, là, il y a l'ambition de mettre en place un système par point général, c'est du moins ce qui est dit pour l'instant, mais derrière, c'est clairement les comptes notionnels, avec tout un tas d'indicateurs, comme vient de le dire Bernard. Ça ne veut pas s'arrêter là, de toute façon, il n'y a pas de raison. C'est juste une petite question par rapport à la parenthèse qui a été faite tout à l'heure. Pourquoi les indépendants, ils n'ont pas voulu se rattacher au régime général, en fait? C'est quoi leurs arguments? Mais ça, on va développer ça le mois prochain. D'accord. Non, mais on peut en parler un peu, hein, mais... Non, mais quand même, on peut pas tout dire. Non, mais oui. Ben, si vous voulez... Il y a d'une part le fait que les indépendants, jusqu'il y a assez peu de temps, comptent sur la vente de leur patrimoine pour financer leur retraite. Beaucoup d'ailleurs n'ont encore pas compris que ça ne leur donnera pas grand-chose. Hein. Mais de fait, il y a dans les années 40, quand la question se joue, hein, à la fin des années 40, beaucoup de travailleurs indépendants financent leur retraite en vendant le patrimoine. Hein. Et donc, ils voient pourquoi ils cotiseraient, hein, c'est-à-dire qu'ils verraient leurs revenus diminuer alors que le patrimoine a cette fonction, précisément. C'est ça l'argument principal. Et vous allez avoir, par exemple, dans l'agriculture, vraiment des missionnaires de la cotisation, hein, dans les années 50, hein, le régime agricole est créé en 62 en matière de santé, hein, parce que ça ne vaut pas que pour la retraite, ça vaut aussi pour la santé, bien sûr. Hein. Mais c'est après une très longue campagne autour de l'argument. Ne comptez pas sur votre patrimoine pour assurer votre retraite. C'est une illusion. Mais cela dit, c'est un argument qui portera peu, puisque la retraite agricole actuellement, hein, on a dit que les droits sont les mêmes à cotisation égale, mais les cotisations étant très faibles, la retraite agricole atteint le minimum vieillesse. Hein, c'est enfin pas grand-chose, hein, très peu de choses. Ben, la prochaine séance est le 5 novembre, et Nicolas partira d'un travail pionnier qui a été fait par Henri Hatzfeld sur la sécurité sociale. C'est le premier travail de sociologie historique, disons, sur la sécurité sociale et sur les régimes de retraite en particulier, parce que c'est là-dessus qu'il construit son raisonnement, pour montrer à la fois le rôle pionnier de cet ouvrage et puis en même temps comment nous allons nous en distinguer, disons. Hein, voilà.